23 décembre au 1er janvier, TF1 présente La Nuit en Fête. Quelle folie! Vous avez ça dans la peau, hein, quand même. En fin de soirée, pendant les fêtes, TF1 devient la plus grande des salles de spectacle. C'est La Nuit en Fête sur TF1. Bonsoir, le Conseil de sécurité s'est une nouvelle fois réuni sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Irak, auteur du rapport très controversé qui a déclenché les attaques américaines et britanniques. Richard Butler, le chef de l'USCOM, reconnaît que le retour de la commission de désarmement ne sera pas possible sous sa forme actuelle. Catherine. Le régime irakien refuse d'ailleurs totalement de revoir ses experts de l'ONU. Richard Butler s'est en outre dit favorable aux propositions de la France pour passer à un contrôle à long terme. Très attaqué ces derniers jours, il s'est en tout cas défendu des accusations de manipulation. Une seule tâche qui était de donner la vérité au secrétaire général concernant la coopération de l'Irak. J'ai dit la vérité et apparemment le public et vous n'ont pas aimé cette vérité. C'est votre problème, ça. J'ai dit la vérité et je l'ai dit sur la base de ce que m'ont rapporté tous mes inspecteurs. Et j'ai dit au Conseil de sécurité, si l'Irak avait fait un geste, un seul geste, un geste important, signifiant, pendant cette période de test, par exemple, si nous avions fourni le document qui montrait combien d'agents VX ils avaient produit, chose que nous avions demandé depuis longtemps, ça aurait été un signal très clair qu'ils voulaient coopérer totalement. Si on avait eu d'autres documents qu'on demandait depuis des années, dont il nie l'existence, eh bien là, j'aurais dit, oui, peut-être ce n'est pas tout, mais on a au moins un signal très clair que quelque chose a changé, que l'Irak essaie de coopérer pleinement. Et sur place en Irak, une centaine de membres du personnel humanitaire de l'ONU évacués vers Amman en Jordanie au début des frappes ont regagné Bagdad. C'est un convoi de 3 autocars et de 15 jeeps qui est arrivé ce soir dans la capitale irakienne. Les membres de l'ONU qui affirment bien sûr qu'il est encore trop tôt pour évaluer les dommages causés par les bombardements au programme humanitaire des Nations Unies. Au Proche-Orient, l'armée israélienne exprime ses regrets après le raid aérien mené près de Baalbek au Liban. Tsahal reconnaît avoir touché une ferme par erreur lors de cette attaque, au cours de laquelle une mère de famille libanaise de 35 ans et ses 6 enfants ont été tués. Les avions israéliens visaient en fait un camp d'entraînement et un émetteur de radio du Hezbollah. Le Liban a annoncé son intention de protester auprès des Nations Unies. En Allemagne, le nucléaire civil menace de faire exploser la toute jeune coalition au pouvoir. Le chancelier Gerhard Schröder a très vertement repris son ministre de l'Environnement, l'écologiste Jürgen Trittin. Il faut privilégier, a dit le chancelier, une politique réaliste à une symbolique partisane. Jürgen Trittin avait décidé sans consultation la dissolution de 2 commissions d'experts en sécurité nucléaire civile. En France, syndicats et patronats réunis de longues heures au siège du MEDEF sont parvenus à un accord sur l'ARPE. Ce dispositif de pré-retraite contre embauche est prolongé pour 1 an et il est même étendu aux salariés entrés très tôt dans la vie active. Caroline Gauthier. Les syndicats demandaient la reconduction du dispositif actuel. Ils réclamaient aussi son extension. Ce soir, à l'issue de la réunion avec le patronat, leurs souhaits ont été comblés. Nous avons renouvelé l'ARPE. 45 000 salariés vont pouvoir en bénéficier l'année prochaine. C'est autant de jeunes et de chômeurs qui vont être embauchés en contrepartie. Et surtout, ce sont ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, et souvent dans des métiers pénibles, qui vont bénéficier de l'essentiel du nouveau dispositif. Le système de pré-retraite contre embauche est donc reconduit pour 1 an. Après 40 années de cotisation, l'employé peut partir à la retraite à condition que son départ soit compensé par une embauche au sein de son entreprise. Nouveauté apportée par l'accord, le système est cette fois-ci étendu aux salariés qui ont commencé à travailler à 14-15 ans. Le patronat s'était tout d'abord opposé à cette extension en raison de son coût avant de parvenir à un compromis. La discussion a été assez difficile, mais je crois qu'on est parvenu à un résultat équilibré. Au total, le budget consacré à l'ARPE s'élèvera à 12,5 milliards de francs, dont 3 milliards pour la seule année 99.
À Nancy, la grève des conducteurs de bus entrera demain dans sa deuxième semaine. 30 à 40% du trafic était assuré aujourd'hui. Le conflit en fait se durcit. La CGT a même assigné à son tour la direction en référé. Elle l'accuse d'avoir violé la loi en faisant appel à des vigiles, ce qui est interdit en période de grève. Un pas de plus vers l'application de la loi sur les logements vacants adoptée l'été dernier. Le gouvernement a en effet dressé une liste de 8 agglomérations de plus de 200 000 habitants dans lesquelles les logements laissés délibérément vides seront taxés. Détail des mesures avec Sébastien Borniat. Cette taxe vise à réduire le déséquilibre important dans certaines villes entre l'offre et la demande d'appartements. 700 communes de 8 agglomérations sont concernées: Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier, Cannes et Nice. Elle totalise à elle seule 600 000 logements inoccupés, soit un tiers du parc total de logements vacants en France. Seront assujettis à cette taxe les propriétaires d'appartements délibérément vacants depuis au moins 2 ans. Pour un logement dont la valeur locative est estimée par l'administration fiscale à 50 000 francs par an, le propriétaire devra s'acquitter d'une taxe de 10% pour la 3e année de vacances, soit dans ce cas précis de 5 000 francs. 12,5% pour la 4e année, 15% à partir de la 5e année de vacances. Cette taxe devrait rapporter une cinquantaine de millions de francs. Cette somme servira à financer une prime supplémentaire accordée aux propriétaires qui réalisent des travaux pour la remise en location de logements vacants. Un convoyeur de fonds a été tué par balle en fin d'après-midi devant un supermarché à Rissorangis dans l'Essonne. Les 2 ou 3 agresseurs ont pris la fuite avec le butin. Force ouvrière a réclamé ce soir au gouvernement d'organiser très vite une table ronde sur la sécurité des transports de fonds. L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi contre les animaux dangereux et qui vise notamment à interdire les pitbulls. Le texte entend même éradiquer cette race de chiens d'ici 10 ans. Charlotte Legris. D'ici 10 ans, il ne devrait plus y avoir de pitbulls en France. Ils étaient à peine 300 il y a 6 ans, ils sont environ 30 000 aujourd'hui, le résultat d'un élevage sauvage et de vente sous le manteau. Des chiens élevés pour le combat et responsables d'accidents très graves et répétés, les pitbulls mordent même leurs propriétaires. Ils font désormais partie des chiens d'attaque, destinés à disparaître du territoire. L'importation et le commerce sont interdits, la stérilisation obligatoire. Les contrevenants à ces mesures pourront écoper de fortes amendes et de peines d'emprisonnement. Deuxième catégorie créée par cette loi, les chiens de garde et de défense, estimés à 100 000 en France. Il faudra être majeur pour en devenir possesseur, le déclarer à la mairie, le tatouer, l'assurer. Et dans la rue, le chien devra être tenu en laisse et muselé. Mais les professionnels de l'élevage estiment que l'on ne s'attaque pas au fond du problème. Si on interdit le pitbull, les gens qui sont des malfrats ou des truands ou des dealers vont s'adresser à d'autres races, vont faire d'autres croisements. Le fond du problème du chien en France, c'est de faire en sorte qu'on n'élève pas les chiens n'importe comment, qu'on ne les prépare pas à n'importe quoi et qu'ensuite les gens soient informés sur la manière dont ils doivent vivre avec un chien. C'est ça qui évitera le plus d'accidents. Un second volet de la loi vise à mieux protéger les animaux de compagnie en réglementant leurs conditions de vente et de détention. Dominique Voynet demande une enquête sur les pollutions et contaminations de la nappe phréatique sous le site du CEA de Saclay, dans 2 étangs qui sont proches. La CRIRAD avait révélé l'existence de traces de contamination radioactive. Le commissariat à l'énergie atomique estime cependant qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Selon le CEA, les taux relevés sont 100 fois inférieurs aux normes qui sont autorisées. En politique, ce sont 2 groupes Front National qui ont siégé au Conseil régional d'Île-de-France. D'un côté, les fidèles de Jean-Marie Le Pen, derrière Martine Le Hideux. De l'autre, les partisans de Bruno Maigret, aux côtés de Jean-Yves Le Gallou et de Marie-Caroline Le Pen. Le Front National qui s'apprête à exclure ce mercredi 7 membres de son bureau politique, dont Bruno Maigret, déjà démis de ses responsabilités à la tête du parti. Le nouveau président délégué du Paris Saint-Germain s'appelle Laurent Perpère. Il a 47 ans et continuera parallèlement d'occuper son poste de directeur général des finances de Canal+, aux côtés de Pierre Lescure, comme sur cette image. Sa première priorité, engager un directeur sportif et remodeler l'effectif pour tenter de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire une qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. On évoque la possibilité de 4 départs environ pour autant d'arrivées. Le ballon de Richard Branson survole en ce moment la Chine. Le milliardaire britannique a en effet finalement obtenu in extremis l'autorisation de Pékin. Récit des dernières tribulations de ce tour du monde en ballon, Renaud Pilat. Au centre de contrôle du vol à Londres, le chef de la mission tentait l'impossible pour obtenir le feu vert de Pékin. Trop tard, dans ce ballon, Richard Branson et ses 2 coéquipiers franchissaient l'espace aérien chinois.
Il survole actuellement les montagnes du Tibet, à plus de 8000 mètres, porté par des vents défavorables. Leur aérostat dérive vers la province chinoise de Yunnan. Impensable pour la Chine, qui leur avait demandé de se diriger vers le sud, le trajet ici en pointillé. Très difficile, prévenait hier Richard Branson par téléphone. L'autorisation aurait évidemment été une très bonne nouvelle. Mais la Chine, vous savez, est immense et on n'avait pas vraiment le choix. On lui serait très reconnaissant si on pouvait continuer. Furieuses, les autorités chinoises ont dans un premier temps ordonné au ballon de se poser au Tibet. Ce qu'il n'a pas pu faire, dans cette région montagneuse, l'atterrissage est très dangereux. Selon les organisateurs, il aurait fallu également plusieurs jours pour rejoindre à pied l'équipage. La Chine a donc cédé aux demandes de Londres. L'aventure continue pour l'équipée, qui espère réussir son pari, atteindre les îles britanniques le 1er janvier prochain. Le dopage gagne le tennis. Le Tchèque Petr Korda a été dopé à la nandrolone lors du dernier tournoi de Wimbledon. C'est ce que révèle ce soir la Fédération internationale de tennis. Korda avait cette année gagné l'Open d'Australie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Ce soir, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce n'est pas forcément austère. Je suis inconditionnel du XVIIe. Moi, j'ai déjà vécu au XVIIe siècle, dans l'entourage de Louis XIV. Cette décoration donne au château la dernière vie intéressante, celle du XVIIe siècle. Il aura fallu 35 ans à ce passionné d'histoire de l'art pour faire revivre ce château laissé à l'abandon. Ça m'amène quand les gens disent c'est somptueux, parce que moi, je voudrais qu'ils disent c'est beau. Les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. On peut encore découvrir des terres d'aventure pour se lancer dans d'audacieux projets. Le Canada tente beaucoup les Français. 5000 d'entre eux s'installent chaque année au Québec. Monter une entreprise, ça prend un quart d'heure, ça coûte une trentaine de dollars. Certains préfèrent émigrer vers les pays de l'Est. C'est vrai qu'avec 3-4 fois moins de moyens qu'en France, on peut réaliser des choses en Roumanie. Depuis l'effondrement du bloc communiste, l'Europe de l'Est accueille en effet ceux qui ont des idées et la capacité de les faire aboutir. Alors, Est... Ce pays a beaucoup changé, et moi j'ai beaucoup changé aussi. Ou Ouest. J'ai fait le bon choix. Ici, je suis plus heureuse. Les traqueurs de chance. 52 sur la une, mercredi, 23h15. La météo, l'eau, la terre, le feu, l'air, avec le groupe CIC. Bonsoir, il y aura encore du soleil demain, mais il fera froid et oui, il n'y a pas de nuages cette nuit pour garder un petit peu du soleil d'aujourd'hui. C'est que nous sommes protégés encore par un anticyclone qui empêche ces perturbations d'arriver jusqu'à nous. Certes, celle-ci arrivera quand même à traverser la France, mais seulement dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour demain, donc du soleil, mais attention en matinée, comme ce matin. D'ailleurs, beaucoup de brouillard givrant dans un axe qui irait du nord-est jusqu'au sud-ouest. Prudence donc. Et puis à l'avant de cette perturbation, dans l'après-midi, on va passer dans un flux de sud, donc on pourrait s'attendre à quelques entrées maritimes près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône. Quant à la perturbation, elle va progresser très lentement. C'est une ligne étroite, mais avec de vraies pluies assez abondantes sur la Bretagne et sur la Normandie dans la journée. À noter quand même que le soleil sera revenu en fin d'après-midi sur le Finistère. Les températures, il fera très très froid demain matin, et demain après-midi, il fera aussi froid qu'aujourd'hui, sauf peut-être près de la Méditerranée, puisqu'on sera passé dans un flux de sud. Le minimum sur notre carte pour Strasbourg et pour Langres, 4 degrés à Paris, 5 degrés à Lille, 8 degrés à Brest, 11 degrés à Biarritz, 11 degrés à Perpignan, on finit par le plus chaud, c'est-à-dire par Nice, 12 degrés. Très douce nuit, à bientôt. Avec l'Union européenne de CIC, groupe CIC.